Merci beaucoup d'avoir participé au hackathon Women in Tech, un thème hyper important. Les slides vont arriver, Salou. Ouais, les slides, c'est impeccable, regarde, magnifique. Donc on va commencer par vous donner un peu de théorie, puisqu'on a des femmes dans la tech et même dans la partie scientifique, puisque là c'est l'université Gustave Eiffel qui nous a préparé justement comment est-ce que scientifiquement en fait on pourrait traiter le sujet des femmes dans la tech. Et donc merci beaucoup à Lou, à Monique, que vous pouvez applaudir. Tu viens ici ? Merci au Wise et à Orange de nous avoir invités sur cet événement. Et Philippe Muris d'Orange, qui travaille aussi à la Convention des entreprises pour le climat. À tout de suite. Alors, on va commencer par des chiffres, parce que nous, à l'université, on est là pour vous apporter des chiffres et des études. On va vous faire un petit panel qu'on a proposé avec ma collègue Ophélie Templier sur à la fois les Women in Tech aujourd'hui en Europe et les entreprises régénératives. Puisqu'il y avait un double thème, effectivement, puisqu'on est le 7 mars demain, c'est le 8 mars. Et donc, Impact et Women in Tech. Donc, je vais vous expliquer brièvement les schémas. Vous pourrez aussi les retrouver par la suite. Et puis, on a fait aussi une sélection d'articles scientifiques que vous pouvez lire pour étayer vos propos quand vous êtes en société. Alors, on a l'impression que les Women in Tech sont un cas désespéré. C'est faux, mais ça pourrait l'être. Merci à toutes, en tout cas, d'être là. En 2022, en Europe, il y a 22% de femmes dans la tech. Si on ne fait rien d'ici 2027, il y en aura 21%. Je vous lis les chiffres et je vous les explique un petit peu on a traduit ces articles-là, ils sont en anglais, mais ils sont traduits. Alors, donc c'est une étude qui a été faite par McKinsey en 2023. Donc, si on ne fait rien, on perd 2100 femmes dans la tech en Europe d'ici 2027. Et si on fait les 4 leviers proposés par McKinsey, on gagne 45% de femmes dans la tech d'ici 2027, ce qui équivaut à une augmentation du PIB entre 260 et 6 milliards d'euros. Donc oui, les femmes dans la tech, nous avons une valeur. Au cas où vous en doutiez. Alors, les 4 leviers sont 1. Recadrer, améliorer le soutien sur le lieu de travail. C'est aussi ce que fait, entre autres, Orange. Je fais un petit peu de pub pour vous. Et nos actions hackathon. Retenir les femmes, donc celles qui sont déjà dans la tech, mais celles qui voudraient partir, on va essayer de les retenir. Redéployer, encourager les femmes à se requalifier. Donc ça, c'est un gros enjeu. Faire de la formation en milieu de carrière, par exemple, pour reconvertir des femmes dans le milieu de la tech. Donc c'est un des plus gros leviers. Et enfin, remonter en puissance, et nous, le rôle des universités, augmenter le nombre de femmes en entrée, donc des jeunes filles vers des métiers technologiques. Donc si on atteint ça, on aura entre 33 et 45% de plus de femmes dans la tech. Et le trou de 11 milliards d'euros de notre gouvernement sera remboursé. Non, c'est une blague. Je continue. On a proposé tout un parcours pour les participants et les participantes de ce hackathon, dont un business model économie durable. On vous a proposé un petit article sur l'importance en fait d'avoir une cohérence horizontale, une cohérence verticale dans ces business models, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas proposer des solutions innovantes pour la réduction énergétique, par exemple, en traitant mal vos salariés ou en ayant un business model complètement décadent. Donc c'est très important d'avoir à la fois horizontalement, donc sur toute la chaîne de production et de valeur, une cohérence, mais aussi verticalement. Bon, je crois que le schéma est assez simple, c'est des données assez simples, mais c'est très difficile à mettre en œuvre en réalité. Ça, je vais vous parler de ce schéma que j'aime beaucoup, qui est en fait un modèle qui a été développé en 91 et qui est toujours très utilisé.
C'est un modèle qu'on utilise nous à l'université de Dan Green et Whitehead sur les multiples déterminants de la santé. Donc il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir comme vos gènes, votre hérédité, la façon dont vous avez été élevé, mais par contre, vous pouvez changer vos habitudes de vie, vous pouvez agir sur votre communauté, l'économie locale, les activités, les services, l'environnement et le bâti. En fait, plus ça va s'éloigner, plus il faut être beaucoup pour agir, mais ça se fait. Et enfin, l'environnement naturel. Donc c'est tous les moyens d'action, de destruction ou de préservation qu'on peut mettre en œuvre. Et donc tous ces facteurs-là vont influencer sur votre santé à vous, sur la santé de la planète et sur la santé des autres. Les limites planétaires, alors ça c'est vraiment la slide pas drôle. Il y a 9 limites planétaires qui ont été qualifiées. On en a dépassé plusieurs. Et ça c'est la mauvaise nouvelle. Ouais. Par contre, alors je ne vais pas détailler ce schéma. Par contre, par exemple, sur la question de l'ozone, qui était aussi une limite planétaire, il faut savoir que suite à la réglementation, les 10 dernières, même un peu plus, je pense 20 dernières années, sur les gaz des sprays et des frigos, on a réussi à régénérer une partie de la couche d'ozone. Donc en fait, ça veut dire que... alors il y a des limites qui sont plus difficiles à reconquérir que d'autres, comme par exemple le vivant. Une fois qu'il y a des espèces qui sont éteintes, elles sont éteintes, on ne pourra pas les régénérer. Mais il y a une possibilité toujours de retour en arrière sur certains leviers. Et là, je passe la parole à Philippe. Oui, je voulais évoquer cette économie du donuts et prendre un peu de recul au regard de ce que tu disais, Lou, c'est-à-dire que notre espèce est une espèce fabulatrice. C'est-à-dire qu'on a réussi à exister grâce à notre capacité à faire des récits. Et dans l'entreprise, comme vous le savez, on a des récits qui permettent à l'entreprise de fonctionner. On a des modèles de réussite. Alors, ce sont des récits, on parle par exemple de l'entreprise volumique, où on essaie de croître et de vendre de plus en plus. On parle aussi de la carrière des femmes et de la carrière des hommes. Tout ça, ce sont des récits. On a même des récits qui ont changé au regard du télétravail. Rappelez-vous, avec le Covid, cette norme de télétravail était une norme qui n'était pas forcément répandue. Et aujourd'hui, elle fait sa place comme elle peut. Vous voyez, donc on a dans l'entreprise des récits et des récits dominants. Et on voulait évoquer cette slide-là avec Lou parce que les récits dominants d'aujourd'hui sont des récits qui ne sont pas forcément des récits encourageants au regard de la transition climatique et sur tous les sujets, c'est-à-dire pas seulement le réchauffement climatique, mais aussi les limites planétaires qu'on a déjà dépassées, la biodiversité, etc. Donc les récits dominants que l'on a ne sont pas forcément favorables à cette transition-là. Et donc ce qu'il faudrait qu'on véhicule à travers nos récits, c'est cette fameuse économie régénérative ou cette économie du donut, telle que vous la voyez là. Et donc il faut que dans les entreprises, on commence à véhiculer ça. Et dans l'économie du donut, on peut voir que sur l'extérieur, on essaie de tenir compte des limites planétaires dans notre business model, mais aussi, et vous les voyez là, il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y en a d'autres. Et je parle surtout dans les métiers de la tech, sur les ressources minières, par exemple les ressources du sol, la pollution de l'eau, etc. Donc je pense à ces sujets-là. Mais il y a aussi un autre sujet qui est assez intéressant, et c'est pour ça que ça nous fait le lien avec la place de la femme dans les métiers de la tech, c'est qu'on a aussi matière à avoir une forme d'équité et une forme de justice sociale. Alors, je ne vous fais pas la référence entre l'économie des pays du Nord et l'économie des pays du Sud, où on vient que le réchauffement climatique, qui globalement a été créé de manière anthropique par l'hémisphère Nord, c'est l'hémisphère Sud qui en subit les conséquences. Je ne vous parle pas de cette inégalité-là, mais je vous parle de tout ce qui peut apparaître comme un plancher social valable pour tout le monde, et en particulier la place des femmes dans l'entreprise. Voilà. Donc, cette économie du donuts pourrait être un nouveau récit que l'on peut faire dans l'entreprise. Et ça me permet d'enchaîner sur le slide suivant. Le slide suivant, qui est un slide qui va vers ce qu'on appelle l'économie régénératrice, c'est-à-dire que la majeure partie des entreprises aujourd'hui, et on le voit à travers leur bilan carbone, et en particulier leur scope 3, sont des entreprises qui sont, entre guillemets, business as usual.
c'est-à-dire qu'elle résonne avec une énergie abondante et pas chère, et surtout avec une société, enfin une économie très matérialiste. Okay, et donc cette économie qu'on appelle le business as usual, eh bien, ce qu'on essaie de faire tendre, on essaie de la faire tendre, et la CSRD d'ailleurs commence à parler de ça. On commence à faire tendre cette économie business as usual vers une économie où on s'interroge vraiment sur la raison d'être de l'entreprise, où on intègre les enjeux environnementaux et climatiques dans la raison d'être d'entreprise. Donc on parle par exemple d'entreprise à mission ou de certification B Corp. Ça, c'est le premier stade, mais c'est un stade qui n'est pas suffisant parce qu'il n'adresse pas toutes les limites planétaires. Et on est aujourd'hui dans une économie que l'on veut croissante, dans un monde où les ressources sont limitées, donc ça doit s'arrêter. Et donc c'est là où on commence à évoquer la notion d'économie régénérative. Voilà. Et donc ça me donne l'occasion de parler d'Orange. Orange est très sensible à ces sujets. On est là pour parler de la place de la femme, certes, aussi, mais aussi on est là pour évoquer cette économie régénérative. Et Orange s'est engagé dans un mouvement associatif qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat, dans lequel Orange va écrire une feuille de route pour essayer d'infléchir son business model le plus possible vers une économie régénérative, c'est-à-dire qui tient compte de toutes les limites planétaires. Alors, ce n'est pas facile, parce qu'avec une énergie pas chère et abondante, on a inventé des machines, on a inventé des activités qui exploitent ces machines, qui les vendent, qui les assurent et qui sont assez déconnectées du vivant. Et donc, ce n'est pas simple du tout pour des business models et des sociétés comme Orange et bien d'autres d'essayer de se rapprocher du vivant. Et donc, c'est un vrai exercice, c'est un vrai travail. Et c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour aussi évoquer comment arriver à régénérer la nature et tout le vivant qu'on est en train de détruire. Et c'est un euphémisme. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci Philippe. Alors après, je vais aller un peu rapidement. Ça, c'est aussi des slides qu'on a donnés à nos étudiants et nos participants aujourd'hui. C'est-à-dire que une des solutions, c'est de copier finalement le vivant, puisque le vivant ne crée pas de déchets. Il faut le savoir, c'est une méga ingénierie qui est bien meilleure que nous. Et donc, nous aussi, dans les universités, on recherche des nouveaux matériaux qui sont des matériaux inspirés de la nature et qui fonctionnent sur ce cycle-là. Donc, le biomimétisme, le biomorphisme, voilà. Tout ça, c'était des petits exemples qu'on a donnés aussi pour se donner du courage. Ça, c'est un schéma qu'on a traduit en français, mais qui est assez intéressant. On voit bien que sur la gauche, on est dans une intégration des consciences humaines très anthropocentrée, c'est-à-dire que l'humain est au centre et peu importe le reste. On est dans la dégénération. On crée énormément de déchets, on détruit les organismes. Et petit à petit, il faut se décentrer et arrêter de considérer l'humain, la Terre au service de l'humain, mais l'humain comme faisant partie de la Terre et créer un développement régénératif. Bon, le schéma est un petit peu compliqué, mais on voulait le mettre là puisque c'est bien d'apporter un peu de ressources. Et enfin, on va terminer sur ce schéma que j'aime beaucoup, qui est assez simple. Aujourd'hui, on est beaucoup à gauche et on aimerait beaucoup plus être à droite, c'est-à-dire arrêter de prendre, faire, utiliser et perdre, jeter, et maximiser en fait tout ce qui est régénéré et restauré, soit par des cycles de recyclage, soit par des cycles de déchets qui deviennent des carburants pour autre chose. Je trouve que c'est une image assez dure hein, quand on parle de dégénératif quand même. Si on veut atténuer ce terme, parce qu'il est plutôt péjoratif, on pourrait parler d'économie extractive. Et nous, on le voit bien chez Orange dans le monde du numérique, qu'on a énormément de matérialité où on extrait des ressources minières. Et donc, l'idéal serait de passer d'une économie extractive vers une économie génératrice de la nature. Donc, ce n'est pas simple. L'enjeu est fort, mais la visée régénérative, rien que dans la raison d'être, rien que dans notre manière de fonctionner chez Orange, est très intéressante à aller explorer. Et ça sera nos enjeux dans les années qui viennent, dans tous les cas. Alors, bien sûr, on travaille pour l'université, on vous a fait une petite biblio. Et vous pouvez là scanner le QR code et vous la retrouverez. Voilà. On va appeler les équipes pour les pitchs. Qui commence ? Alors, attends. Je vais remettre la première slide, comme ça, tu n'as pas de... Voilà. Merci.
Des HLM aux grandes études, qu'est-ce que je fous là? Bonjour, je m'appelle Eva Mélix. Récemment diplômée d'une grande école, j'avais une chance sur 2 d'obtenir mon baccalauréat. À votre avis, pourquoi? Tout simplement parce que l'égalité des chances n'existe pas. Et si vous pensez le contraire, alors pourquoi il n'y a que 4% d'enfants d'ouvriers et employés dans les grandes écoles françaises? Faute de talent, de compétences, me direz-vous? Pas seulement. C'est sûrement autre chose. Aujourd'hui, les jeunes ont besoin d'exemples pour nourrir leur ambition et pouvoir se dire « moi aussi, je peux le faire ». Les jeunes ont besoin d'éclaircir le choix des possibles pour se réapproprier leur futur. Et ils ont aussi besoin de trouver du sens pour affronter ce parcours du combattant. Et vous savez quoi? Tout ça, ça existe déjà et ça s'appelle Glow Up. Glow Up, c'est un média créé par les jeunes, pour les jeunes, disponible sur les réseaux sociaux. J'y interroge des personnes qui partagent les coulisses du parcours d'orientation. Déclics, freins, opportunités, astuces pratico-pratiques, témoignages authentiques. Bref, je veux être cette main tendue que j'ai tant de fois rêvé, à la fois pour les jeunes, mais aussi pour les adultes qui accompagnent. Aujourd'hui, j'ai besoin de 75 000 € pour aider des millions de jeunes à se réapproprier leur futur. Est-ce que je peux compter sur vous? Merci. Merci beaucoup. Pour financer ce projet-là, il y a plusieurs choses à financer, le matériel, mais essentiellement les ressources humaines que je vais embarquer avec moi. Alors d'abord pour animer ce podcast, mais aussi pour le monter, puisque ce podcast-là sera filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. Donc il y a un énorme travail de montage sonore, visuel et de diffusion pour être bien présente sur les réseaux sociaux. Parce que ce que je veux, c'est m'adresser aux jeunes. Et comment je m'y prends? Je vais là où ils sont. Et pour faire ça, il faut avoir énormément de ressources humaines, du matériel, et après tout ce qui va être logistique pour aller réaliser les interviews, donc un peu dans tous les coins de la France finalement, ainsi que des interventions pour faire connaître ce podcast dans les collèges, les lycées et même les universités. Voilà. Est-ce que je passe la parole au prochain projet? Merci. Bonjour. Moi, je vous propose de financer l'arme la plus puissante du monde. Celle qui permet d'effacer les inégalités entre les sexes, mais pas seulement. Celle qui permet de faire progresser la paix, mais pas seulement. Moi, je m'appelle Sarah. J'ai lancé la première plateforme de financement participatif dédiée à l'éducation, l'arme la plus puissante du monde. Et justement, qui on aide aujourd'hui sur MyMojo? Des projets comme Eva, des infopreneurs, ces lanceurs d'alerte qui ont des projets pédagogiques, des nouveaux médias, des e-learning, des académies, ces profs engagés qu'on n'écoute pas, ces formateurs qui ont des formations incroyables, et puis ces CEO de boîtes qui ont inventé des outils pour donner du pouvoir au savoir. MyMojo, c'est une plateforme donc de financement participatif dédiée uniquement à l'éducation. Et pour ça, on a besoin de vous. Collectivement, soyons une partie prenante de votre éducation. Merci. Bien sûr, on a besoin de financement aussi, de contributeurs et d'investisseurs. Voilà. Ok. Alors, bonjour à tous. Donc, nous, notre projet s'appelle Halte aux fausses bonnes idées.
L'idée, c'est justement de proposer un outil qui va permettre une meilleure prise de décision pour s'appuyer sur des données qui sont scientifiques, mais ces données scientifiques un peu digérées, qui sont un peu plus pragmatiques et surtout qui vont vraiment concrètement aider les villes. Nous sommes partis sur les villes et bien sûr, par extension, les entreprises à prendre donc les meilleures décisions possibles. On a du coup imaginé un mock-up de mise en pratique de comment la science peut aider les villes, les décideurs à mieux à décider, ou en tout cas de la meilleure manière possible, et pour justement arrêter les fausses bonnes idées. Donc, oui, on est parti du coup sur un use case. Le use case, c'est la ville, par exemple, de Talence, qui souhaite mettre en place donc, un projet pour végétaliser les constructions et les rues. Donc, comment décider sur quelles essences d'arbres planter, où les planter, à quel moment planter, quelles sont justement les bonnes idées, quelles sont les données, les indicateurs à prendre en compte. Donc, l'idée qu'on propose du coup à Talence, c'est d'aller chercher de la donnée en s'appuyant sur des sources publiques, scientifiques, pour justement éclairer la décision et aider les équipes de la ville à faire les meilleurs choix possibles. Merci. Donc, pour faire une telle chose, eh bien, après tout, ce sont des données accessibles. La recherche, eh bien, elle est publique la plupart du temps, elle est publiée, elle est disponible sur Internet, on peut aller regarder, on peut aller chercher des choses, des mots-clés, et on tombe sur des choses comme ça. Et après, voilà. Voilà, on a ça, super, génial, ça nous avance beaucoup. Donc, on ne sait pas trop qu'est-ce qui nous correspond. À notre cas, est-ce qu'on a envie de lire ces articles de 35 pages, potentiellement en français, potentiellement en anglais? Parfois pas toujours disponible complètement, on peut avoir juste le résumé, des choses comme ça. Donc a priori finalement c'est peut-être une idée de merde, notre bonne idée, comme quoi il faut se méfier. Ce qu'on peut faire avec cette mine d'idées et de solutions qui existent dans la recherche, c'est d'essayer d'y voir plus clair, de trouver un moyen d'avoir la réponse adaptée à notre problème, et notamment localement, au cas d'usage, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et avec qui on pourrait parler pour en savoir plus. Un truc qui est, moi je travaille à l'université en tant qu'ingénieur de recherche, qui est quelque chose que même nous, au sein de notre propre université, on a besoin de ça. Même nous, on n'est pas clair sur la recherche qu'on produit, et même nous, on ne sait pas qui travaille sur quoi, et comment mettre des choses en place pour faire avancer la société civile. Le projet qu'on propose, ce serait un genre de plateforme, ça veut tout et rien dire, c'est bien pratique comme mot, mais bon, ça donne un aspect numérique déjà à la chose qui permettrait de relier ces problématiques locales à des résultats de recherche directement. Le problème numéro 1 à résoudre était de rendre ces publications scientifiques accessibles au sens large du terme de l'accessibilité, pas seulement de pouvoir télécharger les PDF, mais puissent être comprises par le commun des mortels, les synthétiser, les replacer dans le bon contexte, essayer de démystifier en fait les concepts qui sont parfois un petit peu obscurs et assez jargoniques qui peuvent être utilisés. Pour ça, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut utiliser? Des technologies évidemment d'IA, moi qui est un mot que je déteste, mais en tant que personne pratiquant les statistiques, pour moi ça ne veut rien dire et à la fois c'est tout à fait normal. Donc du traitement du langage naturel, de l'analyse de données qui soit automatisée ou supervisée ou pas, de la programmation de visualisation de données, de la cartographie, qu'on pourra présenter sous la forme d'un tel truc, assez rapidement, voilà, d'un site web. On cherche qu'est-ce qui nous intéresse comme problématique, où ça, situé, avoir caractérisé une espèce de base de données des territoires, qui est périurbain, qui est aux abords d'un fleuve, qui est en situation littorale, qui se trouve dans la forêt, pour pouvoir en fait finalement trouver les bonnes publications, les combiner et répondre à une question précise. Ici, si on s'intéresse, on cherche des indicateurs socio-écologiques pour la résilience de la ville de Talence, par exemple, qui voudrait faire son plan d'action climatique, whatever.
eh bien, pouvoir combiner un petit peu, synthétiser des résultats de plusieurs articles en quelque chose de concret et applicable directement, quitte à ensuite aller recontacter les auteurs pour en savoir plus. Qui est une chose qu'on peut faire, n'hésitez pas. Je précise, dans la recherche, les auteurs adorent être contactés sur leur travail. C'est extraordinaire. Généralement, ils sont disponibles, ils adorent répondre aux mails. C'est leur activité principale. Voilà, on peut imaginer d'autres choses, produire des petits schémas automatiques. Là, bien sûr, bon, c'est absurde, mais c'est rigolo. L'idée derrière tout ça, effectivement, c'est de pouvoir prendre une donnée qui est globale, complexe, riche, de se servir effectivement d'outils que nous avons aujourd'hui à disposition, comme effectivement l'IA, etc., de les traiter et d'apporter une solution qui puisse être opérationnelle, mise en place assez rapidement, de manière assez pratique. Donc, si les villes, ou en tout cas vous-même, vous êtes intéressés, pour nous contacter, vous avez un petit QR code à votre disposition. Voilà, merci. Alors moi, je m'appelle Lou et là, je vais remplacer Luna. Voilà. Donc imaginez que je suis une étudiante en master. C'est faux. Ça fait longtemps que c'est passé. Alors, je vais vous présenter le projet de Luna qui a dû partir parce qu'elle a un hackathon demain à Issy-les-Moulineaux. Et donc, elle va travailler. Green Rénov. Green Rénov, c'est une idée d'entreprise qui a germé, on va dire, dans le train qu'elle a pris hier avec Emmanuel. Et l'idée, c'est de trouver des artisans formés, disponibles, capables d'installer en fait toutes ces technologies et ces supports qu'il y a ici dans le salon. Maintenir les innovations énergétiques pour votre bâtiment. Voilà. Alors. Donc Luna Schecht, elle est là. Elle est étudiante en Master 2, mais elle est surtout experte en développement durable, diagnostic énergétique, audit et contrôle en qualité RSE. Embauchez-la. Une fois qu'elle aura fini son stage chez Orange. Alors, la problématique actuelle, elle a fait des entretiens ici sur le salon. Et en fait, se sont rendus compte que pour comment diffuser en fait, ces innovations et les méthodes, donc ça c'est très important, c'est comment est-ce qu'on installe des toits végétalisés. En fait, comment est-ce qu'on forme les artisans qui vont travailler à mettre en œuvre ces solutions pour réduire l'impact de la construction et de la rénovation des bâtiments. Donc, par exemple, comment trouver les artisans disponibles et compétents pour poser une isolation en fibre de filtre à cigarette. Vous en connaissez des artisans capables de faire ça? Eh bien, Luna, elle en connaît. Qui sait poser un radiateur et capteur associé à un système de monitoring IA pour la régulation de la température des bâtiments publics? Dans la salle, quelqu'un? Luna, elle en connaît. Voilà. Alors, donc sa solution, c'est de créer un réseau de PME proposant des innovations énergétiques et durables, créer un réseau d'artisans qualifiés et spécialisés, et enfin créer un parcours de formation pour la pose et la maintenance des innovations durables. Comment elle va gagner de l'argent? Donc elle va prendre un pourcentage sur les contrats, elle va se positionner en apporteuse d'affaires, elle va faire de l'audit et du conseil sur la consommation des bâtiments. Avant que vous engagiez un chantier, elle va vous proposer une étude de coût. Et enfin, elle va également être apporteuse d'affaires sur les formations réalisées par les organismes ou les PME. Elle ne sera pas formatrice elle-même. Vous êtes propriétaire ou gestionnaire d'un bâtiment? Ah, d'un bâtiment, il y a un S. C'est pas grave. Vous êtes acteur de la rénovation énergétique et vous souhaitez vous former. Vous portez une innovation énergétique et vous recherchez des clients. Contactez Luna. Elle saura vous répondre. Merci.
merci beaucoup. Alors là, c'était les pitchs du hackathon. Pour toutes les personnes qui ont pitché, en fait, si vous êtes disponible et avec Vanessa, Vanessa, c'est OK pour toi, pour faire des interviews Women in Tech. Donc, on a besoin de vous pour passer devant la caméra, qu'on vous pose quelques petites questions et si vous êtes d'accord, évidemment, et pour faire des interviews et pour les diffuser, si vous êtes d'accord. Et donc, on a un petit pitch de Ludovic Arga que je vous propose d'applaudir, qui est un shifter de Bordeaux, donc de l'association des amis du think tank du Shift Project, et qui est aussi salarié d'Orange, et qui veut nous parler d'engagement. Ouais, bah en réalité, j'en sais pas. Je sais pas ce que je vais dire. Ça va être amusant parce que sinon, ce serait pas marrant. Alors, deux choses. Comme Emmanuel a commencé à se présenter, j'ai une vie professionnelle qui est conseiller scientifique sur les questions climatiques, métalliques et énergétiques pour Orange. Donc ça, c'est le jour. Et puis, comme je dors pas beaucoup la nuit, j'ai une activité nocturne aussi qui s'appelle être conférencier pour les bénévoles du Shift. Alors, Shift Project, Jean Covici, patati patata. Et dans ce cadre-là, je m'amuse à discuter de sujets qui changent du travail, puisqu'on parle changement climatique, métallique et énergétique. Alors, on m'a dit engagement. J'ai rien prévu. J'ai essayé de penser. Ça me plaisait pas. Et tout compte fait, j'ai envie de parler de résilience. Je vais improviser quelque chose sur la résilience et je vais vous faire travailler parce que j'ai pas envie de travailler comme j'ai rien préparé. À votre avis, comment on va se prendre 2-3 emmerdes d'un point de vue climatique, parce que c'est un peu la mouise et qu'on est champion du monde et qu'on a réussi à dépasser quelques limites planétaires, apparemment, d'après certains. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on arrive à développer la résilience? Quelle est l'une des clés qui pourrait nous permettre d'être résilients dans nos sociétés complexes? Qui se propose? La coopération. Bravo Mathieu. Est-ce que quelqu'un pense à un autre truc? La pédagogie, ouais. Un autre truc? La décroissance, ouais, un autre truc? Bon alors, la résilience, j'improvise complètement. Bah oui, sinon c'est pas marrant. Quand on regarde une infrastructure télécom, souvent on ne fait pas de la résilience, on fait de la robustesse. Dit autrement, je risque d'avoir du chaud, je mets du froid. Je pourrais avoir un problème sur cet équipement, je le mets en double. En réalité, c'est juste de la robustification. Et dans la nature, la résilience, c'est quoi? C'est juste l'inefficacité la plus totale. La résilience des sociétés, enfin de tout ce qui concerne la biodiversité, en réalité, est basée sur l'inefficacité. Ce sont que des systèmes qui sont redondants, mais pas les mêmes. Ce sont que des trucs qui sont totalement différents, donc rien à voir avec de l'infrastructure bien industrialisée. Et donc si ça, la résilience naturelle, c'est ça, potentiellement, il va peut-être falloir se poser 2-3 questions pour faire de la résilience technologique, peut-être en faisant un petit peu de biomimétisme. Et là où ça va être amusant, alors pas biomimétisme parce qu'on va faire des équipements télécoms qui vont communiquer par mouvement d'ailes de papillon, ça ne marche pas, enfin peut-être pas. Par contre, ça veut dire quoi? Diversifier un réseau télécom qu'on a toujours souhaité le plus industriel possible parce que c'est le modèle économique le plus fiable. Et ça va être amusant dans les années qui viennent parce que si on veut avoir des réseaux télécoms qui marchent dans un climat qui dérive, donc avec un maximum d'aléas climatiques qui augmentent, je rappelle, s'il n'y a pas de télécom, potentiellement il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de radis qui poussent, pas pratique, ou de carottes, si on préfère les carottes. Et il y a un autre truc, pas de paiement. Ce qui fait que réseau télécom, c'est un petit peu important. Et nous, on se retrouve dans une situation où on a de la dérive climatique, où les réseaux télécoms vont être de plus en plus perturbés, et en même temps, on a quelque chose d'extrêmement industrialisé. Et donc, il va falloir qu'on réfléchisse dans les années qui viennent. C'est quoi la résilience d'un réseau télécom? La robustification, c'est un peu le mode survivaliste. Pas complètement certain que ça puisse marcher, ce truc-là. Et en conséquence, il va falloir qu'on réfléchisse dans les années qui viennent
à trouver d'autres solutions, d'autres méthodes. Et là, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec Women in Tech? Est-ce que vous l'avez vu? Non, parce que je l'ai caché. Parce qu'en réalité, il va falloir qu'on pense autrement. Et pour pouvoir penser autrement, il faut plein de jus de cerveau différents. Il ne nous faut pas les mêmes jus de cerveau d'ingénieurs qu'on pouvait avoir aujourd'hui. Ça ne nous sert à rien. On en a déjà plein des ingénieurs comme ça. Il nous faut des nouveaux ingénieurs qui ont compris les sujets, qui ont compris ce que c'est que la résilience, qui ont compris ce que c'était l'apport de l'hétérogénéité. Dit autrement, des gens qui pensent hors cadre. Et pour ça, il va nous avoir des ingénieurs R, IER, mais aussi des ingénieurs IER-E. Parce qu'on va avoir besoin de diversité biologique, y compris dans les chromosomes. C'est ça qu'il va nous falloir dans les années qui viennent. C'est pour ça qu'on a aussi besoin d'avoir de la diversité dans nos recrutements, dans nos filières de formation, parce que si on n'a pas ça, on aura beaucoup plus de difficultés à y arriver. Et en réalité, comme disait un ex-président, le changement, c'est maintenant. Voilà, parce que l'air de rien, il faut qu'on se dépêche un petit peu. Et puis sinon, vous allez dire que je suis un mec de... Je ne sais plus si c'est droite ou gauche qui disait ça. Du coup, je vais équilibrer en termes de pourcentage politique. En réalité, ensemble, tout est... C'est bien, vous avez retenu. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, j'ai essayé de m'amuser parce qu'il fallait que j'improvise. Hein. Allez, vas-y. Merci à tous. Donc, on clôt là. Et donc, pour les pitcheuses, rendez-vous où on était pour le hackathon, qu'on vous fasse les interviews avec Vanessa. Donc, on repart sur les tables là-bas. Merci beaucoup. À très bientôt. Karine, tu vas annoncer le prix de l'Orange. Alors, tout bon hackathon, il y a un jury qui se réunit et qui délivre des prix. Donc là, tout le monde a gagné. Vous avez de la chance. Et notamment, on remercie Nathalie Huard et l'organisation, puisqu'on est tous conviés pour la conférence ce soir. Vous êtes toutes conviés à la conférence à 19h de Hillary Clinton. Donc, je ne sais pas si vous avez l'info. Voilà, et on a un autre scoop. L'idée, c'est de vous accompagner dans vos projets qu'on trouve passionnants. Et du coup, l'Orange Digital Center, qui est basé, je ne sais plus où, à Orange. Dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, enfin voilà. Va vous accompagner sur des sessions spécifiques de brainstorming et va vous recevoir et dans leur Fab Lab et vous accompagner sur vos projets. Voilà, et que, voilà. L'idée, c'est qu'on ne soit pas dans du one-shot, mais qu'on vous accompagne dans la durée sur vos projets d'entrepreneuriat. Les pitcheuses faut revenir vers moi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est Karine Cochard qui vous donnera le prix, qui vous enverra le prix.
à gauche. Moi, je me mets à droite. De Valérie. Est-ce que vous avez gardé un peu de ça ou pas? C'est le point de vue qui compte. La scène, C'est ça. Oui, mais bien sûr. Non, mais c'est retransmis. Oui. Vous voulez que je m'approche? Vous pouvez s'approcher plus, non? Pour apposer la caméra. Oui, peut-être. Voilà. Moi, je vais faire Roland Garros. Ouais. Regarde. Elle est parfaite. Elle s'occupe de tout. Bah, c'est ça la directrice. Hein. Ah, c'est ça d'avoir une femme. Ouais, une femme, il faut aider l'autre femme. Exactement. Merci pour nos coiffures. Ah non, mais vous êtes bien. Les hommes, ça coiffe. Les hommes, on se